Dans un couple, il y a une loi fondamentale. Est-ce que je parie pour construire le couple ou est-ce que je veux avoir raison? Et l'un ne fonctionne pas avec l'autre. Donc si on veut avoir raison, on est sûr de rater son couple. La dispute est l'occasion d'une reconstruction et un couple est un organisme vivant. Nous vivons dans le temps, donc les choses sont en mouvement. Ce qui est vrai dans mon couple à un instant T n'est plus vrai à un instant T plus 1. Être vulnérable, c'est être fort. Être fragile, c'est avoir peur de sa vulnérabilité. Et donc on devient dur, et donc on veut avoir raison, et donc on est orgueilleux, et donc on est écrasant. Comment une crise peut ne pas détruire un couple, mais lui permettre d'avancer, si ça devient une manière pour chacun de faire une expérience d'une vérité plus profonde. J'ai demandé à Fabrice. Bonjour. Dans cet épisode de J'ai demandé à Fabrice, je vais répondre à quelques-unes de vos formidables questions sur le couple, comment faire de son couple un espace d'épanouissement. Et pour ça, Rebecca va être votre porte-parole sur toutes les questions que vous avez posées sur mes réseaux. Bonjour Fabrice. Bonjour Rebecca. Alors on a eu plein de questions. On a eu plein de questions sur les réseaux, de très bonnes questions. Alors la première, qu'est-ce qui nous empêche d'être soi dans le couple? Ah, ça c'est fondamental. Et c'est le grand défi pour chacun d'entre nous. Parce qu'on a tellement de pression qu'il faut réussir son couple, qu'il faut être comme ça dans le couple, qu'on n'arrive pas à articuler deux choses fondamentales. Comment être à l'écoute de l'autre, comment se mettre à sa place, comment accepter de se remettre en question, et en même temps, de ne pas se sacrifier soi-même. Et c'est un peu un des grands enjeux de mon travail, d'essayer de montrer à quel point il y a très vite une vision sacrificielle complètement erronée. Et la vision sacrificielle, c'est l'idée qu'on n'en fait jamais assez pour l'autre, ou plus exactement, qu'on est en faute de quelque chose, et que c'est en se sacrifiant qu'on va réparer cette faute, cette insuffisance qui nous caractériserait. À partir de là, on ne peut plus remonter la pente. À partir du moment où j'agis parce que je me sens coupable, parce que j'ai l'impression de ne pas en faire assez, je ne suis pas au bon endroit. Et donc je ne réponds pas vraiment à l'autre, et je me coupe de moi-même. Et le grand paradoxe, et la grande difficulté, ce qu'on ne dit pas assez, qui est un vrai changement, au fond, presque de paradigme, c'est que pour entrer dans une relation à l'autre, il faut que dans le même temps, ce que je donne à l'autre m'accomplisse moi-même, et que ce qui m'accomplisse moi-même accomplisse l'autre. Et à première vue, ça semble contradictoire, parce que nous vivons complètement de travers. On a l'impression que soit je pense à moi, soit je pense à l'autre. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La vérité d'une relation, c'est tout simple, on l'a tous vécu. Il y a un moment, on prépare un repas pour la personne qu'on aime, on se donne à fond, la personne elle est heureuse, on voit son bonheur, on est heureux, on a un partage, il n'y a plus personne qui a donné et qui reçoit. Il y a juste une sorte de synchronisation authentique, et ça, c'est ça l'épanouissement, le bonheur, quelque chose d'extraordinaire. Et donc on voit bien où est la pente et où on est de travers, et pourquoi tout ce qu'on nous raconte toute la journée, qu'il faut être moins égoïste, qu'il faut penser à l'autre, est complètement faux. Et si on parle par exemple de la sexualité, on voit bien là aussi, c'est un espace où si j'essaie uniquement de faire plaisir à l'autre sans penser à ma place, à ce que je sens, alors évidemment, ça devient une impasse totale. La sexualité ne se déploie que si je m'accomplis et l'autre s'accomplit, et que là, il y a une sorte d'harmonie en tension de l'un et de l'autre. Et je crois que ça, c'est un des défis complètement méconnus de ce que c'est le couple. Et le problème, c'est que du coup, les solutions qui s'offrent à nous sont des fausses solutions. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la seule chose que je peux faire pour arranger mon couple, c'est d'en faire encore plus, de faire encore mieux, et je suis perdu. Et ça ne marche pas du tout. Et c'est ça le renversement qu'il faut essayer de comprendre, et qui est très très important, très 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 important. Et ça change tout. On a une seconde question qui est comment limiter les impacts de nos disputes sur les blessures non réparées? Alors je dirais, contrairement à ce qu'on peut croire, un couple
qui ne se dispute pas est un couple qui est foutu. Parce que la dispute est l'occasion d'une reconstruction et un couple est un organisme vivant. Nous vivons dans le temps, donc les choses sont en mouvement. Ce qui est vrai dans mon couple à un instant T n'est plus vrai à un instant T plus 1. Donc les disputes sont des manières dont on apprend à se resynchroniser l'un avec l'autre. Il faut donc partir de l'idée que les disputes sont absolument saines et qu'elles sont l'occasion de nous ajuster l'un à l'autre. Donc là, pour que la dispute ne devienne pas du poison, au fond, la question parle un peu de ça, comment ça devient du poison quand j'essaye d'avoir raison ou de me venger sur l'autre de l'insuffisance, de la frustration que je peux vivre. Donc ça, c'est absolument fondamental. La dispute est l'occasion d'arriver à dire ce qui m'importe au plus profond de moi, de dire ce qui me blesse, de dire ce qui fait problème, mais ça ne peut pas être l'occasion d'avoir raison. Dans un couple, il y a une loi fondamentale. Est-ce que je parie pour construire le couple ou est-ce que je veux avoir raison? Et l'un ne fonctionne pas avec l'autre. Donc si on veut avoir raison, on est sûr de rater son couple. Mais si on veut dire ce qui nous importe, là on construit et la dispute devient bénéfique. Il y a un troisième aspect de la question, ça parle de nos blessures. Et je crois que là, la question repose sur une très très grave mécompréhension. Nous sommes tous blessés, mais il faut faire très attention de ne pas solidifier nos blessures. Aujourd'hui, bien sûr, on est blessé. Tout être humain est blessé. Être un être humain, c'est devoir affronter les adversités, les traumas, les insuffisances, les siennes, celles des autres, celles du monde, celles de la société. Donc on est tous, au fond, blessés. Mais il y a une tendance aujourd'hui de ceux qui reconnaissent... Alors, par rapport à ces blessures, il y a deux attitudes. Une grande part des gens disent « on veut rien savoir, on contrôle, on gère, on devient comme des robots ». Ça ne marche pas, ça finit par s'effondrer, ça devient extrêmement brutal. Et c'est ça qui explique tant d'effondrements psychiques chez tant de gens. Mais de l'autre aspect, l'autre erreur, c'est de s'identifier à nos blessures comme quelque chose qui justifierait quoi que ce soit. Non, on est blessé, mais ça évolue, ça se modifie. Il faut avoir un rapport très libre par rapport à ça. Nos blessures peuvent être apaisées, peuvent être guéries, peuvent être surmontées, mais il faut éviter de dire, voilà, je suis blessé, c'est mon identité, donc au nom de ça, je suis condamné à ceci, ou donc il ne faut pas qu'on me dise ça parce que je suis blessé. Et là, ça devient quelque chose de tout à fait étroit, étriqué. Donc, une dispute ne devient pas problématique parce que je suis blessé, parce qu'on est tous blessés, donc ça ne veut rien dire. Une dispute devient problématique parce que je m'entête, parce que je veux avoir raison, parce que je finis par écraser l'autre, parce que j'ose pas dire ce qui est important pour moi, j'ose pas assez me mettre à nu pour exposer ce qui est important pour moi, parce que ça, c'est aussi le paradoxe. C'est que j'ouvre une relation authentique avec l'autre parce que j'ose dire ce qui est important pour moi, et dire ce qui est important pour moi, c'est plus une expérience de dénuement et de dévoilement que d'écrasement de l'autre. Et c'est toujours une difficulté pour chacun d'entre nous, parce que dire à quelqu'un, là, j'ai besoin qu'on fasse un câlin, j'ai besoin que tu m'écoutes, je me sens pas bien, ça demande toujours du courage de se dévoiler, de se mettre à nu. Et ça, c'est un moment de vérité profonde. Et c'est ça qu'on perçoit pas, qu'il y a un héroïsme de montrer sa vulnérabilité. Et que notre vulnérabilité, c'est le contraire de la fragilité. Être vulnérable, c'est être fort. Être fragile, c'est avoir peur de sa vulnérabilité. Et donc on devient dur, et donc on veut avoir raison, et donc on est orgueilleux, et donc on est écrasant. Et donc ça, c'est un renversement radical qui change complètement la vie du couple. Comprendre que la vie de couple, un couple heureux, demande un petit peu d'héroïsme. Mais l'héroïsme que ça demande, c'est l'héroïsme d'oser montrer son cœur, d'aimer et de se mettre à nu. Quelqu'un se posait la question suivante. Après une tromperie, comment faire de cela une force, un nouveau départ? Alors là, il n'y a pas de règle. Parce que je pense qu'on ne peut pas partir comme une règle. Chaque cas, chaque couple doit partir sur sa singularité. Ce qui me détruit
ne va pas détruire l'autre. Ce qui me blesse peut n'avoir aucune importance sur l'autre. Donc là, je dirais, il faut partir de la réalité de mon expérience et de l'expérience de l'autre. Et à partir de là, on peut voir qu'est-ce qu'on peut construire. Et ça devient une crise, disons. J'ouvre la question plus générale. Comment une crise peut ne pas détruire un couple, mais lui permettre d'avancer, si ça devient une manière pour chacun de faire une expérience d'une vérité plus profonde. Si une crise permet de se mettre à nu suffisamment avec suffisamment d'héroïsme et de dignité, si ça permet de s'ouvrir à quelque chose de plus profond, alors ça peut devenir bénéfique. Mais moi, je ne peux pas dire, parce que pour certaines personnes, une tromperie est rédhibitoire. Et personne ne peut rien dire là-dessus. Ça dépend vraiment de chacun, de ce qui est important, de son histoire. Personne ne peut dire à l'autre qu'est-ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Et là aussi, c'est un des vrais problèmes. C'est que trop souvent, je trouve que le discours, un certain discours psychologique sur la question du couple est très normatif. Et ce que moi j'ai appris de la philosophie sur la question du couple, parce que oui, la philosophie a beaucoup à dire sur la question du couple, elle peut beaucoup nous éclairer, c'est d'arriver à comprendre que le sens profond du couple, son sens philosophique, son sens existentiel, est d'inventer une vie qui nous construise l'un l'autre, et qu'il n'y a pas deux couples pareils. Et malheureusement, on vit avec l'idée qu'un couple, c'est un modèle. Alors on a eu le modèle religieux, voilà, alors complètement, qui est aujourd'hui très dépassé, mais un certain modèle religieux. Maintenant, on a un certain modèle psychologique, mais je crois que ça ne va pas du tout. Je crois que mon couple n'est pas ton couple. Que chacun a à faire le travail, parce que ma vie n'est pas ta vie. La manière dont je dois inventer ma vie n'est pas la même que tu dois inventer ta vie. Nos vies ne sont pas écrites d'avance. Ça, c'est l'épreuve profonde de la liberté. La manière dont je dois élever mon enfant n'est pas la même de la manière dont toi, tu vas élever ton enfant. Parce qu'on est différents, on a une histoire différente, nos enfants seront différents. Du reste, quand on a plusieurs enfants, on voit qu'on les éduque pas du tout de la même manière parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, la manière dont on doit construire notre couple ne peut pas être normatif. Et ça, c'est tellement important et tellement mécompris aujourd'hui. La question suivante est, faut-il être en couple pour vivre l'amour ? Il y a des tas de modalités possibles d'amour. Et contrairement à ce qu'on a longtemps fait, il n'y a pas de hiérarchie. Ça, c'est... J'ai pas le temps ici d'aller dans l'arrière-plan. J'en avais parlé dans mon livre « Ici de l'amour, on ne savait rien ». J'ai souvent insisté que toutes les constructions qui auraient l'amour-amitié inférieur, l'amour érotique supérieur, l'amour comme charité qui serait encore supérieur, cette manière de couper l'amour en petits morceaux est une catastrophe philosophique. Elle a une histoire, je ne vais pas revenir ici, qui revient à un certain moment du protestantisme, qui a un peu figé les choses avec l'idée d'opposer entre Eros et Agapé. Tout ça est complètement, profondément erroné. Si ça intéresse les gens, j'aurai d'autres occasions d'y revenir, mais c'est très important de ne pas couper l'amour. Quand l'amour se vit dans sa profondeur. Soit après, il y a de l'amour qui est superficiel et l'amour qui est profond. Mais l'amour profond peut être vécu avec un animal, peut être vécu avec un parent, avec un enfant, avec un autre être humain, dans la relation d'amitié, dans la relation amoureuse. Et ça, c'est fondamental. Comprendre ce qui se joue dans le couple, c'est éclairer quelque chose de fondamental de la relation à deux dans l'amour. Et je pense que tout ce qu'on dit sur le couple peut aider tout le monde, qu'il soit en couple ou non, parce que ça éclaire quelque chose de cette expérience fondamentale de l'amour. Or, ça, c'est quelque chose qui est peu su. La philosophie est née en réfléchissant sur la question de l'amour. C'est la question centrale chez Platon. Platon écrit dans le Banquet, le Phèdre, c'est vraiment les textes les plus lumineux dans l'histoire de l'Occident sur l'amour, comme réalisation, comme accomplissement fondamental. Ça a disparu de la philosophie pendant très longtemps, qui s'est beaucoup plus occupée d'une recherche de sagesse en oubliant l'amour. Et on peut dire que la grande révolution de la philosophie au XXe siècle, ça a été de revaloriser l'amour et de montrer que, en ayant mis de côté l'amour, la philosophie faisait une erreur et qu'elle devait remettre en son cœur l'amour.
Et je dois dire que mon propre travail de philosophe vient là, que poser la question du couple, c'est poser la question de l'amour, que la question de l'amour, c'est la question la plus importante, parce qu'il y a la question de la connaissance. Les deux grandes questions pour l'être humain, c'est la question de la connaissance. Aujourd'hui, on voit que la connaissance est formidable, mais que la connaissance tend à que nous regardons les choses de manière très mécanique. Si je veux te connaître maintenant, médicalement, voilà, je fais des analyses. Si je veux te connaître comme être humain, je fais des analyses. Et donc, on vit dans un monde de plus en plus mécanisé qui permet la connaissance. Ça, c'est un ordre de réalité, mais il y a un autre ordre, qui est l'ordre de la relation, qui est l'ordre de l'amour. Et si on oublie cet ordre, notre société n'est plus vivable, n'est plus humaine. Et donc, poser la question du couple, c'est voir par où l'amour s'incarne dans nos vies. Et c'est poser la question la plus fondamentale pour l'être humain aujourd'hui. Et c'est pour ça que la question du couple est autant une question pratique, une question évidente, et en même temps, elle repose sur des préconcepts, sur un arrière-plan philosophique absolument central si on veut pouvoir l'éclairer. Parce qu'il faut donner droit, c'est-à-dire pourquoi la question du couple nous intéresse tant ? Parce qu'on sent tous que c'est fondamental d'aimer et d'être aimé. Et qu'il faut donner droit à ça. Qu'il faut arrêter de penser ça comme quelque chose d'accessoire, comme quelque chose juste de psychologique, comme juste j'ai un problème avec mon ego, j'ai besoin d'être aimé. Non, l'être humain en tant qu'il est humain, sa détermination fondamentale, sa définition, si j'ose dire, c'est j'ai besoin d'aimer et j'ai besoin d'être aimé. Et que là, il n'y a aucune faute, c'est ma grandeur. Et on est tellement à l'envers que plein de gens pensent qu'ils sont en faute d'avoir besoin d'être aimés, d'être fragiles, de désirer être aimés, que ce serait comme une insuffisance. Mais nous sommes justement, nous sommes en tant qu'êtres humains, nous ne vivons pas dans un contrôle total de nous-mêmes et du monde. C'est ça, il n'y a pas que l'ordre de la connaissance mécanique, il y a un autre ordre qui est fondamental. Ça, c'est l'ordre de l'amour, l'ordre de la vulnérabilité, comme je disais, qui est le contraire de la fragilité, qui est un ordre, qui est le seul ordre où on peut être heureux, où on peut s'accomplir. Et je crois que c'est ça qui est essentiel, qu'il faut apprendre à célébrer. Et une fois qu'on comprend ce sens de l'amour, qu'on comprend ce que j'appelle, de manière un peu grandiloquente, cet héroïsme de l'amour, qu'on comprend qu'il faut oser faire confiance à ce qui nous habite, qu'il faut apprendre à ne pas se sacrifier, je crois qu'on comprend que c'est beaucoup plus, que c'est possible de vivre une relation avec un autre être humain beaucoup plus heureuse. Et je sais que ça peut sembler paradoxal, mais je crois que ce que j'essaye de dire, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre cet aspect philosophique que je décris et l'aspect le plus concret, le plus pratique de comment je fais avec une dispute, comment je fais si mon conjoint m'a trompé, que les deux sont inséparablement liés. Et c'est parce qu'on a cette profondeur qu'on a une vraie boussole qui peut nous aiguiller dans toutes les difficultés et toutes les tempêtes qu'on va tous rencontrer dans notre vie. Si les réponses à ces questions vous ont parlé, si vous avez envie d'en savoir plus, mais surtout de découvrir quel exercice on peut faire pour mettre en œuvre cette vision que j'ai présentée de l'amour, alors je présente un cours en ligne à partir du 1er décembre. Un cours en ligne, mais c'est surtout un ensemble de pratiques, d'exercices que nous allons faire ensemble pour changer de paradigme et entrer dans cet autre visage de l'amour plus concret et plus en rapport à la profondeur de l'amour. Si vous avez envie de faire ce cours, vous avez un tarif promotionnel Early Bird jusqu'au dimanche 12 novembre. Si vous avez envie de suivre ce cours, je vous propose un tarif juste pour vous, un tarif Early Bird jusqu'au dimanche 12 novembre. C'est très simple, pour vous inscrire, il suffit de taper sur la description ci-dessous et vous aurez toutes les informations. Merci Rebecca, merci à vous tous pour vos questions. Le prochain épisode de J'ai demandé à Fabrice portera sur les émotions. Quelle relation on peut avoir avec nos émotions, comment faire. N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions. Et si vous avez d'autres questions sur d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. On sera ravis, non, Rebecca, de faire un autre épisode avec tout ce que vous voulez. On vous embrasse.